Bonsoir, salam alaikum. À l'occasion des élections présidentielles du 23 mars 2019 aux Comores, le parti Joua a désigné le député Ibrahim Mohamed Soleh lors d'une primaire qui s'est déroulée de manière démocratique et transparente. Ces élections se déroulent sur fond d'une situation politique tendue et critique. En effet, c'est la suite d'un conflit politique né depuis le 12 avril 2018 où le président actuel, Azali Assoumani, a transféré les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, suivi d'une organisation d'un référendum le 30 juillet 2018 et qui a été boycotté par toute l'opposition pour revenir sur toutes ces questions et sur l'avenir politique des Comores. Nous accueillons aujourd'hui ici sur le plateau le candidat Ibrahim Mohamed Soleh. Monsieur Ibrahim Mohamed Soleh, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, peut-être la première question qui me vient à l'esprit, qui est Mohamed Soleh? Alors, Mohamed Soleh est un Comorien qui est né dans la capitale à Moroni en 1963, qui a fait des études financières. Je suis inspecteur principal des douanes, mais aussi des études d'économie. Je suis titulaire d'un 3e cycle en économie que j'ai obtenu à Clermont-Ferrand, un Master 2 en gestion de politique économique et en développement international, et qui a servi pendant presque 30 ans déjà, des révolus, dans l'administration comorienne, où j'ai eu à occuper plusieurs hautes fonctions, allant de conseiller technique de ministre, directeur de cabinet de ministère, de directeur général des douanes, secrétaire général du ministère des Finances, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je suis élu député à l'Assemblée nationale des Comores. Un excellent CV. Un excellent CV, où je suis le vice-président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. J'ai même failli, pour tout vous dire, être le président de l'Assemblée nationale, mais il a fallu que le gouvernement, quand j'étais dans l'opposition à l'époque, si vous vous en souvenez, en 2015, on fait intervenir l'armée au sein de l'hémicycle pour chasser mes partisans, les députés qui étaient de mon côté et qui formaient la majorité, pour faire élire quelqu'un qui était du côté du pouvoir qui était en place. Sur le plan politique, je dois dire aussi que j'ai eu la chance, parce que je suis un des membres fondateurs du parti Joua, qui est le parti de l'ancien président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. Et donc, depuis sa création, j'ai eu à diriger ce parti en tant que secrétaire général de 2013 jusqu'en 2017, où j'ai dû passer la main à mon collègue qui a pris ma succession, un collègue qui malheureusement aujourd'hui se trouve incarcéré et enfermé en prison pour des motifs purement politiciens. Voilà ébauché en quelques mots mon parcours jusqu'à ce jour. Et comment va justement le président Mohamed Sambi? Alors, je dois vous dire que le président Ahmed Abdallah Sambi, il a un moral de fer. De là où il est, il salue tout le monde. Il se porte bien, disons qu'il a quand même perdu beaucoup de poids. Il a beaucoup maigri, mais il est en bonne santé. Et aussi, il a le moral, parce que vous savez qu'être incarcéré de manière soi-disant provisoire pendant 9 mois déjà, c'est quand même quelque chose qui fait très très mal, surtout quand on sait qu'on n'a rien à se reprocher et que jusqu'à présent, aucune pièce de son inculpation n'a encore été apportée ou prouvée effectivement, et on ne voit encore pointer jusqu'à ce jour aucune date pour un procès. Aujourd'hui, on l'accuse de détournement ou de soi-disant corruption, sans qu'on ait eu à lui dire de quoi on l'accuse, qui l'a corrompu, combien on lui a donné, ni quoi que ce soit. Mais on sait pertinemment qu'il est victime de sa notoriété et de l'amour que lui porte le peuple comorien à son égard. Une notoriété qui fait de l'ombre à la plupart des dirigeants de mon pays, notamment le gouvernement actuel qui est en place, dont tout le monde sait pertinemment que c'est lui, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, qui a été le faiseur de roi, qui a fait qu'aujourd'hui, le président Azali Assoumani est au pouvoir dans mon pays. Et qui va faire de vous un roi? Sa bénédiction. Parce que vous savez pertinemment que, pourquoi pas, je l'admets, parce que vous savez pertinemment que les 15 dernières années de l'histoire politique de mon pays, les 3 dirigeants qu'il y a eu d'abord lui-même, qui a pu se faire élire sans aucune contestation. Ensuite, c'est grâce à lui que son successeur, Ikelu Douadrine, a aussi été élu. Et ensuite, le 3e, ça a été encore Azali Assoumani, c'est grâce à Sambi, il était là aussi. Oui. Pour ma part, je déplore le fait qu'il ne peut pas être là physiquement,
mais je sais pertinemment que j'ai sa bénédiction et que, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah. grâce à lui et à son parti, j'espère bien, si on arrive à empêcher qu'il y ait une fraude massive, ce qui n'est pas écarté, que je serai, Inch'Allah Ta'ala, le prochain président de mon pays. Donc vous avez été plébiscité par le parti, vous avez beaucoup justement ici en France, en Europe, un peu partout, et aux Comores bien sûr, de l'aide, du soutien. Mais est-ce qu'on peut parler de votre programme aujourd'hui? Qu'est-ce que vous promettez justement à ce peuple? Alors ce qu'on promet à mon peuple, c'est avant toute chose la libération de tous les prisonniers politiques. Parce que vous savez pertinemment que pendant les 15 dernières années, nous avons connu une alternance politique qui a fait que l'image qui ternissait notre pays, l'image d'un pays instable, un pays où il y avait des dizaines de tentatives ou de coups d'État réussis, avait complètement disparu de la scène, cette image-là. Elle avait été bannie justement grâce à la Constitution de 2001 qui a fait que la tournante qui a été instaurée faisait que chaque île se savait qu'il allait obtenir le pouvoir à un moment donné au bout d'un certain temps. Donc aujourd'hui, le combat que nous menons avant toute chose, c'est un combat pour libérer les prisonniers politiques parce qu'on sait que pendant ces 15 dernières années, il n'y avait pas du tout aucun prisonnier politique dans mon pays. Il n'y a eu aucun soulèvement ni quoi que ce soit. Vous avez vu que tout récemment, il y a eu une rébellion qui s'est fait jour en juin. Donc d'abord libérer les prisonniers, ensuite aussi rétablir l'ordre constitutionnel. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. En ce moment, ce qui se passe dans mon pays, la Constitution est totalement bafouée parce que ni la Constitution de 2001, ni celle qui est soi-disant adoptée pendant le référendum de 2018, aucune de deux n'est entièrement respectée. Donc il est vraiment utile et urgent qu'on instaure un état de droit dans mon pays et que tous les principes démocratiques... Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans votre pays, il n'y a pas un état de droit? Il n'y a pas d'état de droit parce qu'on sait pertinemment, pour preuve, je vais vous dire la dernière preuve exactement, c'est que mon pays aujourd'hui, on sait que la Cour constitutionnelle a été supprimée par un décret présidentiel. Quand on sait pertinemment que la Cour constitutionnelle, c'est une institution qui émane de la Constitution, c'est-à-dire que c'est le peuple dans son ensemble qui vote, qui avait voté pour la mise en place de la Cour constitutionnelle et qu'aujourd'hui, une personne, le président, s'est permis de supprimer cette Cour constitutionnelle, déjà, c'est une première preuve. Deuxièmement, vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, dans mon pays, nous n'avons même pas de loi de finances. La loi de finances n'a pas été votée. Aujourd'hui, la loi de finances a été déposée à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été travaillée, elle n'a pas été votée, on n'a même pas eu recours à une session extraordinaire, mais le président et son gouvernement sont en train de gérer les finances du pays par des ordonnances. Donc, nous savons pertinemment qu'il fallait une loi d'habilitation pour qu'ils puissent le faire. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit aussi, vous savez pertinemment qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques qui sont dans mon pays. Ça fait que l'image de stabilité, l'image de démocratie, on était devenu un modèle en Afrique d'alternance. Parce qu'on a eu une succession de présidents. Et est-ce que les partis politiques exercent librement les associations des droits de l'homme? Alors, les partis politiques, pour ce qui est des droits de l'homme, je dois dire que dès son arrivée au pouvoir, l'une des choses que le président avait fait, son président, il avait supprimé la commission des droits de l'homme et la commission anticorruption. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi là-bas? La liberté de presse qui existait. Les radios privées, certaines sont interdites et fermées. Aujourd'hui, les radios d'État et les médias d'État ne nous sont plus du tout accessibles. Le droit de manifester ou de réunion est restreinte. Donc, ceci pour vous dire qu'on ne peut pas parler d'un véritable état de droit en ce moment. Et c'est justement pour cela que je dis notre combat avant toute chose, c'est de rétablir les principes démocratiques, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de réunion, et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que c'est possible de négocier tout ça justement avec le président Assoumani? Est-ce qu'il est prêt à négocier tout ça, à lâcher quelque chose de son pouvoir? Il n'est pas prêt à négocier parce que chaque fois, il nous parle d'ouverture. Tout récemment, moi-même, je suis parti à la présidence quand il a fait son allocution pour annoncer justement la convocation du collège électoral. Il y a beaucoup de choses que nous lui avons soumises. Par exemple, on lui a dit que pour les élections à venir, il faudrait d'abord qu'on s'assure que les instances qui vont superviser les élections, telles que la Commission nationale d'indépendance, telles que les commissions électorales insulaires, telles que les commissions électorales communales,
il y ait une Pour la certaine- surveillance de... pour la surveillance justement du processus électoral, que toutes ces instances-là, il y ait une certaine parité, parce que le code électoral prévoit qu'il faut que dans toutes ces instances, il y ait une représentativité de la société civile, une représentativité du pouvoir en place et une représentativité de l'opposition, et cela n'a pas du tout été respecté. Ce qui nous fait quand même peur, nous procure certaines craintes quand justement, à ce que vous venez de dire, d'évoquer, en disant est-ce qu'on sent qu'il va lâcher du lest. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, moi je suis un député à l'Assemblée nationale, mais vous ne me verrez jamais à la télévision nationale parler, parce que justement, on ne nous donne pas droit à la parole. Alors que tous ceux qui justement s'opposent à l'opposition, ils ont accès à tous les médias d'État. Je vous rassure que tant qu'Algérien, je connais très bien ça. Ah, donc je parle à un convaincu, à un converti. Donc vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est justement une bataille que nous sommes en train de mener pour rétablir justement les libertés fondamentales qui feront que chaque Comorien se sentira libre dans son pays. Aujourd'hui, je vous dis une chose. Pour venir à Paris, j'ai dû voyager avec mon passeport ordinaire, alors que je dispose d'un passeport diplomatique. Vous savez pourquoi? Parce que souvent quand on voyage... Est-ce que lors de votre voyage, vous avez rencontré le président? Non? On ne s'est pas du tout rencontrés. Parce qu'il y a eu quand même une polémique là-dessus. Il y a eu une polémique, vous faites très bien de l'évoquer. J'ai pris l'avion de Moroni sur Addis Abeba. Le président était à Madagascar pour assister à l'investiture du nouveau président. Ouais. Lui, il a voyagé en business class. Il était au salon VIP. Pour l'instant, je ne suis qu'un simple candidat. Juste une petite brèche, on rappelle qu'au Comores, justement, il n'y a pas un avion présidentiel, c'est ça? Il n'y a pas d'avion présidentiel. Hein. Donc, lui, il a voyagé, il était au salon VIP. Moi, j'étais dans les couloirs de l'aéroport Bolé d'Addis Abeba, comme tout simple citoyen. Dans l'avion, il était en business class. Moi, j'étais en classe économique, tout à fait derrière, au fond, là-bas. On ne s'est pas du tout rencontrés, on ne s'est pas du tout parlé. Pourquoi alors cette polémique? Cette polémique, justement, vous savez qu'en politique, il y a souvent des détracteurs, des gens qui veulent semer le trouble et la zizanie, des gens qui veulent me faire passer pour un vendu ou pour quelqu'un qui est en train de négocier avec le pouvoir en place. Ce que je n'ai jamais fait, ni hier, et que je ne ferai pas aujourd'hui, et que je ne ferai pas demain. J'ai fait quand même quelques recherches sur Internet, donc justement sur le parcours, sur le Djoua, sur votre parti politique. Et l'une des premières choses qui ressort un peu, c'est le slogan justement de votre campagne, un poste, une femme et un emploi. Beaucoup se demandaient pourquoi une femme. Est-ce que vous allez distribuer des femmes ou... Alors, vous m'apprenez quelque chose que moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Mais vous savez, quand on dit une femme, je crois que la polémique vient du fait que je suis un homme public, mais qui tient beaucoup à sa vie privée. Je suis marié. J'allais arriver justement à cette question. Est-ce que vous êtes marié ou pas? Parce que je suis marié avec un enfant, Mhm. et depuis des années, mais je n'ai jamais mis ma femme sur le devant de la scène parce que je veux justement lui faire éviter toute cette polémique qui peut être issue de ces choses-là. Mais dans mon pays, il y a deux façons de se marier. Il y a la façon religieuse, ce qu'on appelle le nikah, c'est-à-dire légalisé devant Dieu. Le nikah, oui. Oui, que j'avais fait depuis des années déjà, puisque je vous dis que j'ai déjà un enfant qui est à l'école. Donc, et maintenant, il fallait qu'au vu de la population aussi, nous avons ce qu'on appelle le grand mariage, qui veut dire une cérémonie d'officialisation, où tout le monde est invité, où toutes les caméras sont là, pour qu'à la face du monde, tout le monde sache que tu es effectivement bien marié. Et c'est ce que j'ai fait tout récemment. Et c'est de là d'où vient la polémique, que certains pensent que je me suis marié pour donner un emploi de première dame peut-être à une femme ou à ma femme. Je vous dis une chose, ma femme est une femme que j'aime beaucoup, que j'adore, et qui est d'une simplicité modèle, qui ne sera pas encombrante comme le sont les femmes et les épouses de beaucoup d'hommes d'État. Elle saura garder la maison avec la famille, elle ne sera pas là pour imposer comme on l'a connu avec certains présidents, ses vues sur la gestion du pays. Donc, encore une fois, je le dis bien, ce sont les détracteurs, des gens qui essaient de trouver, tout comme vous l'avez souligné, parce que moi, on m'a dit que c'est écrit aussi sur les réseaux sociaux que j'ai discuté avec le président Zali pendant tout le voyage, c'est pas vrai. Et on a parlé de votre mariage aussi, depuis 3-4 jours, on a parlé cette de mon semaine. mariage aussi. Oui. Mon mariage, ça a été uniquement l'officialisation, montrer au monde entier que je suis une femme et que les gens sachent qui était ma femme,
Parce que tout le monde... Oui, mais le d'un autre savait. côté aussi, c'est normal parce que dans tous les pays, un peu, surtout les pays musulmans, Oui. le président doit être marié. Je le suis et je l'étais déjà. Mais il fallait, comme je l'ai dit, vis-à-vis du monde, montrer aux gens qui était ma femme pour que les gens acceptent. De toute façon, tout le monde le sait parce que ma femme n'a jamais été mariée. C'était ma femme. C'est moi qui l'ai connue, j'étais son premier homme et je le suis jusqu'à ce jour. Donc, ceci pour dire que je ne suis pas allé prendre la femme de quelqu'un d'autre pour l'épouser, mais j'ai épousé ma femme. Non, c'est pas que j'ai épousé cette femme-là depuis des années déjà, mais il fallait qu'on fasse l'officialisation. Et comme vous l'avez dit, administrativement aussi. Vous savez, 99% des Comoriens n'ont pas d'acte de mariage. Les gens passent devant le cadi, ça veut dire le juge religieux, qui officialise leur nikah, leur mariage religieux. Et ça suffit largement pour être marié. Mais cette fois-ci, comme il fallait qu'on prouve au monde entier, qu'on leur montre qu'il allait y avoir une première dame peut-être à la présidence, si je gagne les élections, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. Donc il a fallu que j'officialise. Et c'est pour ça qu'il a fallu inviter tout le pays. Les Anjouanais étaient là, les Maoris étaient là, les Moéliens étaient là, les grands Comoriens étaient là, et toute la notabilité. Monsieur Mohamed Souli, vous êtes président. Quelle est la première priorité pour vous? Alors la première priorité, tout d'abord, comme je l'ai dit, ça va être de rétablir l'ordre constitutionnel, libérer les prisonniers. Quand je parle de rétablir l'ordre constitutionnel, c'est de voir dans quelle manière on peut éventuellement arriver en sorte à ce qu'en 2021, justement, le relais du pouvoir, des destins du pays puisse être à nouveau retourné aux Anjouanais. Ensuite, la priorité principale aussi, c'est remettre les Comoriens au travail. Parce qu'ils ne travaillent pas aujourd'hui? Et surtout parce qu'ils ne travaillent pas aujourd'hui. Le chômage connaît de très très fortes proportions au pays. Et aussi, même ceux qui travaillent aussi, il y a quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, cela fait des années, des dizaines d'années depuis l'indépendance, je dois le dire, que le point d'indice, le salaire des Comoriens n'a pas connu d'avancement, n'a pas été rehaussé. Ce qui veut dire que non seulement les gens ne travaillent pas, mais même ceux qui travaillent ne sont pas payés suffisamment bien pour arriver à être à même de satisfaire leurs besoins. On sait que l'inflation est galopante dans tous les pays du monde et que le niveau de salaire des Comoriens n'a pas été du tout revalorisé par rapport au niveau ou au coût de la vie actuelle aux Comores. Justement, vous êtes donc candidat à la présidentielle et on sait très bien comment ça fonctionne, la présidence de la République ou d'un pays. Et si on parle un peu sur le côté international, diplomatique, qu'est-ce qu'il en est? Surtout avec la France. Quand on parle des Comores, on parle tout de suite de la France. Et des pays musulmans, bien sûr. Alors, du côté de l'international, comme vous le savez, les Comores sont membres de la plupart des instances internationales, telles que les Nations Unies, l'Union africaine. Nous avons ratifié tous les chartes et accords qui sont prônés par ces instances internationales. Alors, pour tout vous dire que nous allons respecter les engagements que mon pays a pris vis-à-vis de tous ces pays-là. Alors, pour venir à notre ami la France, comme vous le savez pertinemment, nous avons des relations historiques, disons même séculaires avec ce pays-là. Nous avons un différend territorial avec ce pays-là. Mon parti, qui est le parti Djoua, vous le savez très bien, a été le seul parti depuis l'époque de Sambi, à avoir prôné une solution. Une solution qui vaut que nous sommes prêts à une concession sur la mise en place d'un État et de système, un État et d'administration. Ça a été le cas pendant presque un siècle à Singapour, à Macao, à Hong Kong. C'est ce que nous, aujourd'hui, préconisons dans mon parti. Nous savons pertinemment que nous ne sommes pas à même de récupérer ou d'administrer immédiatement l'île de Mayotte. On veut bien négocier et discuter avec ces gens-là, parce que ce qui a fait défaut jusqu'à aujourd'hui, c'est que les prédécesseurs ont retiré la question de l'île de Mayotte auprès des Nations Unies, mais il n'y a jamais eu de proposition concrète de la part des dirigeants qui sont succédés pour faire une proposition telle que nous la faisons aujourd'hui, de dire que nous sommes prêts à concevoir, à ce qu'il y ait une concession telle que ça, claire et nette, tel que ça a été le cas pour les pays tels que Macao, Singapour ou Hong Kong, et qui aujourd'hui sont revenus dans le giron de leur pays qui est la Chine, éventuellement. Alors, le Djoua est le parti faiseur de roi aux Comores.
Oui, tout à fait exact. Selon vos propres mots, hein. On ne vote pas... Selon, qui est vérifié. Oui, voilà, vérifiez Parce justement. que Sambi a dirigé le pays, et Kililou, qui était son vice-président, a dirigé le pays, et le monde entier sait pertinemment que Azali, aujourd'hui, il était le dernier, je le rappelle. Sur la primaire de la tournante de 2016, Azali est arrivé en bon dernier, 3e sur les 3. Et c'est grâce au ralliement de Sambi et du parti Djoua qu'il a pu gagner les élections et devenir le président. D'accord. Moi, je voulais dire qu'on ne vote pas de président aux Comores, mais on fait des rois. Mais vous, Monsieur Soulé, vous allez être président au roi. Je serai président parce que je suis un démocrate. La royauté, ou plutôt dans mon pays, puisqu'on est un pays arabe, c'était plutôt un sultanat, a été aboli depuis fort longtemps. Aujourd'hui, pour diriger le pays, ce n'est plus par la grâce divine ou par la naissance que l'on peut le faire, mais c'est par le suffrage universel. Donc aujourd'hui, moi j'aspire à diriger mon pays, mais grâce au vox populi, grâce au choix des électeurs comoriens, de la population comorienne, que je sollicite aujourd'hui à m'accorder leur confiance. Et c'est ainsi que j'aimerais diriger le pays, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ça ne va plus être une monarchie, ça va être un pays avec une assemblée, un parlement, un pouvoir législatif, un pouvoir présidentiel. Donc je ne jurerai pas des mêmes pouvoirs ou prérogatives que les sultans ou les rois. Loin de moi une telle idée. Alors, vous êtes prêt donc à affronter tout ça, à aller en campagne électorale, mais le président actuel ne vous laisse pas justement parler, ne vous laisse pas aller dans la télévision, des radios publiques. Comment vous allez faire? Alors comment on va faire? Il faut quand même une campagne électorale. Il faut une campagne électorale. Il faut parler à ces gens, à ce peuple. Au moins, peuple. il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pendant la campagne, c'est la période où au moins tout le monde peut s'exprimer. Nous avons un code électoral, puisqu'il a fait allusion au code de 2014, qui dit que tous les candidats doivent avoir un temps de passage égal et équitable au niveau des médias d'État. Oui, mais est-ce qu'il sera Nous allons essayer de faire respecter ce principe qui est inscrit noir sur blanc dans le code électoral. C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la communication et l'information ne connaissent pas de frontières. Vous savez très bien que je suis dans un pays où je dis bien que la liberté d'expression n'est pas aussi totale qu'on voudrait bien l'avoir. Mais vous m'avez bien dit que vous avez vu sur le net des images sur moi, des commentaires sur moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir en place ne peut pas museler l'information. Parce qu'il y a des radios qui sont sur Internet, sur Facebook, un peu partout. Ce qui veut dire que les informations que nous n'arrivons pas à avoir ou à communiquer à travers les médias d'État, nous pouvons quand même les faire passer à travers les médias des réseaux sociaux et de l'Internet. Oui, mais concrètement, est-ce que vous auriez quand même ce plaisir d'aller justement rencontrer le peuple? Dans des salles, dans des foules, ce plaisir-là, on l'aura. Est-ce que ce sera possible? Ça, au moins, je pense que ce sera tout à fait possible. Pendant la période de la campagne, parce que vous dites que nous avons voulu organiser des manifestations et des réunions qui ont été réprimées par les forces armées. J'ai même connu des collègues députés, alors qu'on faisait un meeting des élus de la nation, qui se sont fait arrêter à la place de l'indépendance et enfermés dans les geôles du ministère de l'Intérieur et bastonnés. Mais aujourd'hui, je pense que avec cette période électorale, nous pensons que les places publiques, les lieux publics, nous seront ouvertes et on pourra aller s'exprimer et faire notre campagne et requérir les voix du suffrage universel et des électeurs. Exploiter la rue, c'est très bien. Sinon, on est là parce qu'il va y avoir des élections anticipées. Oui. J'insiste sur le mot anticipé. Pourquoi, justement, le président a décidé d'organiser des élections anticipées? Alors, là, je vais peut-être revenir un peu en arrière pour vous dire qu'il y a eu un plan, apparemment, qui est en cours d'exécution, qui a mûri dans la tête du chef de l'État. Il a commencé par reprendre une idée d'assise nationale qui est de faire le bilan de 40 ans d'indépendance de mon pays pour savoir qu'est-ce qui avait marché ou qu'est-ce qui n'avait pas marché. Des assises qui n'ont pas été du tout inclusives. Nous, parlementaires, n'avons pas été conviés à participer à ces assises. Les gouvernements n'ont pas été conviés à participer aux assises. L'opposition n'a pas été conviée à participer à ces assises. Et on a plutôt eu l'impression que ces assises ont subi la dictée des idées que le pouvoir en place voulait, bien qu'il soit
prise et appliquée par les gens qui étaient là, qui étaient payés, je dis bien, parce que tous les participants aux assises avaient été payés, ils avaient reçu des indemnités, quelque part. À la suite de ces assises, qu'est-ce qu'on a vu ressortir? C'est plutôt un plan qui visait qu'il faut rectifier, revoir, modifier la Constitution, l'aménager de manière à ce que le président qui est en place actuellement, qui n'avait droit qu'à un seul mandat, un seul quinquennat de 5 ans, pouvait postuler pour 2 nouveaux mandats. Ça veut dire qu'on a eu l'impression que les assises et le référendum étaient là justement pour permettre au chef de l'État de pouvoir abandonner le mandat qu'il avait en cours de route et reprendre un nouveau mandat renouvelable encore 10 ans. Ouais. Donc, le plan s'est poursuivi. Après ce fameux référendum, dont tout le monde sait pertinemment qu'il a été boudé par la majorité des Comoriens. Je vais vous donner une anecdote. Bruno Minas, qui est un de vos collègues journalistes, qui a travaillé à RFI et à Affaires 3, qui était présent aux Comores, l'a bien dit et écrit qu'il était rentré dans un bureau à 9 h du matin. On lui a dit qu'il y avait 30 personnes seulement qui avaient voté pour le référendum. Il est ressorti du bureau, il s'est assis devant le bureau dehors. 1 heure après, il est retourné, il n'a vu personne rentrer dans le bureau. Il est retourné dans le bureau, on lui a dit qu'il y avait 300 personnes qui avaient voté. Pour tout vous dire. Donc, à l'issue de ce référendum, comme la Constitution a été censée, je dis bien entre guillemets, avoir été modifiée, il autorisait le président à se représenter pour 5 ans, de 2019 jusqu'en 2024, et puis de 2024 jusqu'en 2029, s'il le voulait ou le souhaitait. Nous, opposition, je vous ai entendu dans l'introduction dire que le référendum avait été boudé et rejeté par la majorité des partis de l'opposition. C'est vrai, nous n'avons pas pris part à ces fameuses assises, ni au référendum, nous n'avons pas voté. Mais on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la politique de la chaise vide en Afrique n'a jamais servi les intérêts d'aucune opposition dans le monde et en Afrique en particulier. Donc, on s'est dit que le président n'avait pour seul objectif que de se pérenniser au pouvoir et de pouvoir faire 2 nouveaux mandats de 5 ans, ça veut dire 10 ans supplémentaires par rapport aux 3 ans qu'il vient de faire déjà depuis 2016, plus les 7 ans qu'il avait fait, ça lui aurait fait 20 ans. Alors là, quand vous m'avez demandé si je voulais être un roi, moi je pense que là plutôt ça c'est un règne. 20 ans au pouvoir, c'est un règne. Ce n'est plus un pouvoir, c'est un royaume quelque part. Donc on s'est dit que malgré le fait qu'on avait combattu et qu'on s'était opposé aux assises aussi au référendum, on ne pouvait pas lui laisser un boulevard et qu'il fallait qu'on soit présent à ces élections. Donc le but justement de ces élections anticipées, c'est que si le président il avait continué son mandat jusqu'en 2021 tel que c'était prévu, il n'aurait pas pu poursuivre et renouveler son mandat. Donc c'est pour ça qu'il... J'ai lu quand même sur Internet qu'il avait des problèmes de santé, votre président. Alors le problème de santé, je pense que ce n'est pas qu'une seule lecture. Tout le monde a vu, comme vous l'avez dit, justement, tout le monde en parle. Il y a des images aujourd'hui que même si la télévision nationale, même si les journaux nationaux veulent les cacher, on peut les cacher parce que justement il y a Facebook qui est là, il y a la réseaux sociaux qui est là, il y a l'Internet qui sont là. Tout le monde l'a vu tituber, chanceler, il a eu un malaise pendant un discours qu'il était en train de faire à l'Université des Comores. Il s'est affalé d'un seul coup. Il était en train de prononcer son discours. Sa voix s'est éteinte et puis il est tombé. Il a fallu que ses gardes du corps le retiennent. Donc, sa maladie et son malaise, je crois que ce n'est un secret pour personne. C'est un secret de polichinelle. Donc, c'est une inquiétude pour tous les Comoriens. Mais le problème de santé n'est plus un empêchement pour les présidents, surtout de notre côté. Ah, ça c'est bien dit. Logiquement et normalement, vous savez très bien que dans le dossier de candidature de tout chef d'État, il doit y avoir un certificat médical d'un médecin assermenté. D'un médecin assermenté qui atteste que la personne est en état de faculté, de bonne faculté mentale et physique et d'assurer la conduite du pays. Malheureusement, les images sont là pour nous prouver qu'il a des lacunes, il a des faiblesses, mais je sais qu'il aura un certificat en bonne et due forme, comme vous l'avez dit. Chez vous, c'est le même cas aussi. C'est le même cas, oui. En Algérie, c'est le même cas. Tout le monde sait qu'il a des problèmes de santé. Je ne peux pas avancer à dire quel genre de problème il a. Mais il va quand même briguer peut-être un 5e mandat.
Monsieur IMS, donc, Ibrahim Mohamed Souleh, votre peut-être dernier message à votre peuple qui vous regarde aujourd'hui. Alors, le dernier message que je dois adresser à mon peuple, c'est de lui dire qu'il ne faut pas qu'il perde espoir. Parce que nous sommes des croyants, nous sommes des musulmans à 100% dans mon pays, et je crois que c'est l'espoir qui nous fait vivre. Et que je crois que nous avons connu des heures très très difficiles, mais je pense que la fin de tous nos soucis, de nos problèmes, est tout à fait proche, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'aujourd'hui, personne n'aurait imaginé qu'un président élu démocratiquement pourrait oser remettre en cause son mandat à mi-parcours et appeler à nouveau à des élections anticipées, des élections que nous-mêmes n'avons jamais voulu ou appelées, et que c'est peut-être une chance que le bon Dieu nous donne pour qu'il y ait une transition démocratique et paisible dans mon pays. Donc, je dois dire que nous sommes là pour le renouveau de l'espoir, nous sommes là pour le renouveau de la classe politique, et nous sommes là aussi afin d'amener le pays, de mettre le pays sur les rails du développement, comme ça a été fait. Donc, je dis à tous mes concitoyens, soyez conscients, soyez unis, et le bout du tunnel est pour bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Voilà ce qui dit clair, net. Monsieur Ibrahim Mohamed Souleh, donc merci. Pour ma part, je vous souhaite une très très bonne chance, bon courage justement dans votre course électorale. Merci beaucoup et j'espère que vos vœux vont nous accompagner afin que nous puissions arriver à nos objectifs et faire en sorte à ce que mon pays puisse rejoindre la classe des nations démocratiques qui avance et qui se développe pour le bien de toutes nos populations, Inch'Allah. Inch'Allah, merci pour vous. Merci. Cette émission arrive donc à sa fin. Merci à vous toutes et à tous. Salam alaikum.